grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Insécurité, comment limiter la vague de déplacés et réfugiés au Sahel, c'est le thème du grand dialogue de ce soir, de décembre 2023 en début du mois de mars 2024. Plus de 40 000 réfugiés burkinabés ont été enregistrés au Mali selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La même source précise que plus de 500 burkinabés pénètrent en territoire malien chaque jour. Ces réfugiés sont composés en majorité des femmes et des enfants qui cherchent refuge dans les localités frontalières, à savoir Koro, Mopti, Bandiagara et San. Pourquoi l'insécurité persiste au Sahel? Quelles conséquences de ce déplacement massif pour les pays de l'AES? Pour en parler, nous avons Dr Ali Tunkara, analyste des questions sécuritaires, directeur du CE3S, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, et Issa Sagara, maire de Koro, au téléphone. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Tout d'abord, nous avons appris le déplacement massif de déplacés dans le cercle de Massina, région de Ségou. La situation sécuritaire reste préoccupante dans certaines parties du pays. Cela malgré les offensives des forces armées maliennes. Dans le cercle de Massina, région de Ségou, plus de 30 villages ont été détruits par des hommes armés non identifiés. C'était le 7 mars dernier. Des tirs de roquettes ont également visé la semaine dernière la zone aéroportuaire de Tombouctou et de Gao, sans faire de dégâts matériels. Le point avec Assetou Kanté. Au centre du pays, plus précisément dans le cercle de Massina, c'est la peur au ventre chez les populations. Les déplacements des habitants des villages se multiplient à cause des attaques des hommes armés non identifiés. À Saï, une commune du cercle de Massina, des responsables municipaux affirment qu'une dizaine de villages et hameaux ont été vidés de leurs habitants ce mois-ci. Selon un autre élu local, cette triste réalité se répand dans une vingtaine de villages des 6 autres communes que compte le cercle de Massina. Par ailleurs, à Tombouctou, la zone aéroportuaire a été la cible lundi dernier de 3 tirs de roquettes selon un communiqué de l'armée. Grâce à la promptitude des forces armées maliennes, les auteurs de ces tirs ont été neutralisés ainsi que leur base détruite à Zouéra à 90 km de Tombouctou. Dans ce même communiqué, l'état-major des armées indique aussi la destruction d'une base terroriste dans la forêt de Niaba dans le cercle de Douanza. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels de guerre saisis. Docteur Ali Tunkara, quelle explication à la persistance et à l'exacerbation de la situation sécuritaire dans cette partie du Mali? Alors, c'est vrai que les causes sont plurielles, complexes et dynamiques. Plurielles, on peut d'ores et déjà évoquer les différentes offensives dont vous avez mentionné dans les propos introductifs que mènent l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne. Donc, on comprend heureusement que lorsque des actions militaires atteignent une certaine ampleur, qu'on assiste aussi à une sorte d'enveloppement stratégique de la part de groupes radicaux violents. En fait, ils vont quitter les quartiers généraux pour se replier vers des localités qui ne sont pas autant engagés ou qui ne sont pas suffisamment affaissés par ce conflit lié au terrorisme. C'est ce qui pourrait expliquer un peu cette ruée vers des localités comme Massina et même une partie de Ségou. Pluriel toujours, serait que si vous regardez ces derniers mois, ils sont caractérisés par des actions mutualisées de la part des 3 armées maliennes, burkinabé, nigériennes, en termes d'offensive. Il y a même des actions conjointes qui sont menées ça et là. Ce sont des éléments qui ne peuvent pas se passer sans conséquence en termes de mobilité des groupes radicaux violents et par ricochet. Les populations à leur tour également vont être touchées parce que ces groupes vont se déplacer. Dynamique parce que, rappelons quand même que au début de cette insécurité liée au terrorisme, il était
difficile de penser que Massina, Nyonon, même une partie des cahiers allait être autant impacté. Donc pour dire que nous assistons, la menace se métastase, ouais, des régions du nord du Mali aujourd'hui, au départ en 2011-2012, quasiment une bonne partie du territoire vivrait au rythme de ces attaques terroristes complexes. Il faut-il quand même aussi le rappeler parce que beaucoup de ces acteurs terroristes sont quand même en acquaintance avec certains habitants, soit certains les ont regagnés par la force, il ne faut quand même pas non plus être naïf dans l'analyse, d'autres n'avaient pas de choix en termes de l'offre et de la demande de sécurité. Il fallait clairement succomber justement aux injections de ces hommes qui sont dans ces localités. Mais il y a aussi des opportunistes qui profitent de cette insécurité liée au terrorisme pour s'adonner à des formes de banditisme, que ce soit des formes de razzia ou le fait de racketter les forains lorsque les communautés se rendent dans les différentes foires hebdomadaires sont entre autres des éléments. Pour finir ici, il ne faut quand même pas aussi occulter le conflit locaux, pour ne pas parler de conflits ethniques. Les autorités n'aiment pas qu'on parle d'ethnicité, mais l'ethnie, elle est sérieusement aujourd'hui interrogée dans le conflit au Mali. Mais est-ce à dire que les dispositions prises ont déjà montré leurs limites? Justement, je pense que l'erreur commise par les trois pays, c'est de mettre le curseur davantage sur l'action militaire tout en développant les autres, tout en oubliant les autres causes structurelles de l'insécurité, notamment ces questions de la hiérarchisation sociale, ces questions, le fait que certaines communautés estiment qu'elles sont lésées ou elles sont mises sur la touche, toutes ces questions de comportement de certains acteurs qui incarnent l'État dans ces localités sont entre autres des éléments, malheureusement, qui ne peuvent pas être résolus par des actions militaires. Je pense que l'erreur fondamentale à ce niveau du président Ibrahim Boubacar aujourd'hui, c'est de ne pas voir les autres acteurs comme des éléments importants, au même titre que l'armée, dans ces efforts de retour à une paix durable. Je pense ici en l'occurrence à la justice, à l'institution scolaire et même aux logiques du terroir. Si vous regardez dans ces localités, il y a quand même des contrées où certaines communautés sont considérées comme, entre guillemets, des étrangères chez elles, ces communautés. Ouais, lorsque on est dans ce sentiment de marginalisation, de stigmatisation, voire du rejet du corps social, naturellement, épouser l'action violente n'est pas étonnant du point de vue analytique. Docteur Ahmadou Touré, comment vous comprenez la persistance de l'insécurité malgré les avancées enregistrées dans la lutte contre le terrorisme au Mali? Merci Imralou. Aussi par rapport à cette question, il va falloir faire un petit rappel parce que nous sommes dans une situation où n'oubliez pas les causes et les effets. Pour rappel, avec le départ acté de la mission de l'aménagement, il y a eu la prise de Berre en août. Il y a aussi la sortie de l'accord de paix en septembre 2023 par le CSPD, les groupes signataires. Et aussi il y a eu la prise de Kidal en novembre 2023. Et pour finaliser, il y a la sortie du gouvernement en janvier 2024 de l'accord. Donc, avec la multiplicité des acteurs et des objectifs qui diffèrent, une collision possible entre les acteurs signataires et non signataires de l'accord. Et s'agissant de cette question, c'est une guerre asymétrique qui est imposée parce que c'est une guerre en réponse aux patrouilles à la montée en puissance des FAMA et des patrouilles mixtes au sein de l'AEX. Cette recrudescence, elle est obligatoire mais passagère. C'est cette recrudescence qui a eu pour conséquence directe ce qu'on appelle l'embargo ou l'isolement de certains villages ou qui a pour des effets comme la crise humanitaire, les déplacements et autres. Donc pour moi, c'est juste en réponse des attaques et des patrouilles mixtes, c'est ce qui a fait que cette recrudescence est là. Et c'est pour dire que ces acteurs de groupes radicaux, y compris signataires, non signataires, ont un objectif commun, combattre l'armée et ou à reprendre les territoires que l'armée a pu reprendre avec la montée en puissance. C'est-à-dire dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État, l'État monte, mais en réaction, ces groupes aussi s'organisent pour trouver les points faibles du dispositif sécuritaire et qui peut être retenu comme une réadaptation, une mise à niveau des groupes radicaux par rapport au système de défense malien.
notamment les jeux de roquettes, attaquer des points, des contrées difficiles, tomber sur des villages. Et là, ça va avoir comme conséquence aussi une pression sur les autorités. Parce que le déplacement des populations, l'embargo, c'est des conséquences directes de cette guerre asymétrique que nous vivons en ce moment. Est-ce à dire que le Mali ne s'est pas préparé en conséquence, d'où le déplacement forcé des populations dans le cercle de Massina? Bon, le Mali s'est préparé, à mon avis, parce que cette guerre asymétrique n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen par autre moyen pour faire une pression sur les autorités de la transition. Notamment, une fois qu'il y a les attaques, comment gérer les mouvements armés? Ils se déplacent. Donc, ils feront tout pour créer ce qu'on appelle une sorte de pression sur les autorités de la transition, une forme de pression sur l'AS. Et cette pression a pour objectif de dire que nous sommes là. Nous sommes des acteurs qui comptent. Donc, pour dire est-ce qu'ils ont pris des mesures? Les mesures, normalement, c'est des mesures, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est des mesures qui devraient venir en amont. Quand les groupes se déplacent, comment subvenir aux besoins? N'oubliez pas que le Mali, à un moment donné, dans ces zones concernées, ces problèmes existent déjà. Ces problèmes d'embargo, ces problèmes de crise humanitaire existent déjà. Mais comme je l'ai dit, dans la souveraineté du Mali, nous sommes partis avec les 3 principes. C'est-à-dire directement la souveraineté militaire. C'est-à-dire qu'il faut reconquérir le territoire et c'est cette priorité qui est là en ce moment. Maintenant, après la reconquête territoriale, il faudrait que l'État pense à revoir comment récupérer les déplacés. Et là, qui doit gérer, c'est les acteurs humanitaires. Est-ce que les acteurs humanitaires ont l'accès à ces sites? Je dirais, bon, souvent, mais très difficile. Donc, ce n'est pas un problème de dispositif, mais c'est un problème de coordination avec les acteurs humanitaires, notamment le ministère en charge, qui devrait mener plus d'actions pour essayer de récupérer les réfugiés, les déplacés, et canaliser un peu tenter de récupérer les déplacés et les réfugiés pendant que le déplacement s'augmente, surtout quand on regarde Massina qui est proche de Ségou. Oui, parce que certains ne se déplacent pas par peur pour des touristes, mais par des mouvements socio-culturels. Mais je ne veux pas parler de détenus. Parce que quand on ne peut, quand on est à Tamashek, donc dès qu'il y a une stigmatisation qui est là. Donc certains par peur préfèrent se déplacer. Et d'autres aussi, compte tenu qu'ils n'ont pas le minimum pour vivre aussi, vont se déplacer. Voilà. D'accord. Monsieur le maire de Koro, Issa Sagara, vous êtes avec nous au téléphone. Dites-nous comment se présente la situation sécuritaire dans le cercle de Koro. Bonjour. 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 Ça va. Moi, c'est Issa Sagara, premier adjoint au maire de Koro. Je disais, comment se présente la situation sécuritaire dans le cercle de Koro? La situation sécuritaire présente comme suit. Il y a un grand mouvement de réfugiés dans la commune de Koro. Et le jour d'aujourd'hui, du 20 février au 23 mars, le samedi, nous sommes à 4092 ménages réfugiés enroulés par la CNCR, la Commission nationale des réfugiés, chargée des réfugiés, et soit 11 118 individus. Non, vous parlez des réfugiés burkinabés, je parle de la situation sécuritaire dans l'ensemble du cercle de Koro, en attendant de parler d'abord des réfugiés burkinabés. Je vois bien entendu. Je disais, la situation sécuritaire aujourd'hui dans le cercle de Koro, est-elle stable ou instable? La situation sécuritaire est relativement calme dans le cercle de Koro. Existe-t-il des déplacés internes à Koro? Oui, bien sûr. Combien sont-ils? À Koro, nous avons 8964 déplacés internes. 8964. Oui. Et comment se présente leur situation humanitaire? La situation humanitaire, ouais, au début, il y avait beaucoup de partenaires humanitaires qui les assistaient régulièrement, mais depuis 3 mois, 4 mois, les assistances continuent à baisser. D'accord. Ali Tunkara, quand on regarde, il disait tout à l'heure qu'il y a 8964 déplacés internes qui sont enregistrés dans le cercle de Koro.
est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est en train d'être fait pour venir en aide à ces populations-là, puisqu'il disait tout à l'heure que les partenaires, il n'y en a presque pas? Alors, rappelons d'abord que ceux qui sont dans une situation de migration forcée, notamment les déplacés internes, il faut que l'on comprenne qu'ils n'ont pas voulu majoritairement, loin aussi de les accuser ou de les stigmatiser. Il ne faut pas aussi faut pas qu'on les voit comme une sorte de monstre ou comme d'autres sources d'insécurité, même si l'on sait que dans beaucoup des sites qui abritent ces personnes déplacées sont aussi investis par le groupe radicaux violents, ce qui pourrait aggraver ou légitimer certaines accusations qui sont dressées à l'encontre de ces personnes déplacées internes. Cela étant, c'est vrai que Monsieur le maire disait tantôt que l'aide apportée ou qu'apportent les partenaires du Mali, en l'occurrence les organisations non gouvernementales, certains acteurs de la société civile, y compris parfois les ressortissants aussi de ces localités, il ne faut pas l'occulter. Cette aide, elle connaît un net recul pour des raisons aussi très évidentes, parce que les humanitaires, ces derniers temps, sont quand même très enlevés. Ils connaissent un enlèvement extrêmement important dans les régions dites centre du Mali, y compris une partie des régions dites nord du Mali. Par cette phobie d'être enlevé, beaucoup d'organisations non gouvernementales ont décidé, pour des raisons aussi très évidentes, de suspendre ou d'asseoir sur leur soutien. Donc c'est une raison qui pourrait expliquer la rareté d'aide dont les communautés déplacées ont besoin. L'autre facteur important, il arrive parfois que des ONG aient la volonté, les moyens qui vont avec pour apporter d'assistance humanitaire à ces populations déplacées, mais les routes ne sont pas praticables pour des raisons sécuritaires également, ou parfois il y a des routes qui sont minées. Donc ces conditions difficiles d'accès aux sites qui abritent ces personnes déplacées. Donc, ceci étant, les déplacés vont prendre leur mal en patience. Clairement. À cela aussi, faut-il ajouter, il y a quelques dons, peu soit-il, qui sont faits par l'État et par les municipalités aussi. Mais je pense que, le docteur le disait tantôt, toutes ces localités, qu'on soit à Koro, qu'on soit à Ouattaguna ou qu'on soit à Menaka, ce sont des localités qui connaissent des difficultés antérieures à cette crise 2012 en termes d'accès à des vivres, en termes de mobilité. Ce sont des localités qui connaissent aussi des conditions géographiques. On est quand même climatique très difficile comparativement aux autres parties du Mali. Ces éléments réunis font que la crise sécuritaire n'a fait qu'aggraver, accentuer ces besoins qui n'ont jamais été satisfaits quand même. Parce que le fait d'accéder à l'eau potable, le fait d'accéder aux services de santé, le fait de pouvoir se soigner quand on est malade, le fait de se mouvoir, notamment d'assister à des différentes foires, c'est ce qu'on appelle, ce sont ces services sociaux de base qui font d'ailleurs la légitimité d'un État. Ces services sociaux de base du Mali démocratique aujourd'hui n'ont jamais été délivrés en quantité et en qualité dans le monde rural malien. Donc, dès qu'il y a une catastrophe, peu importe la nature, qu'elle soit naturelle ou une catastrophe liée à cette situation de sécurité délétère, il va de soi que les vulnérabilités soient davantage mises en évidence. Donc, je pense que cette incapacité dont les acteurs, qu'ils soient étatiques ou sur la municipalité, font l'objet de la délivrance des services sociaux de base, expliquerait le pourquoi de ces conditions drastiques dans lesquelles vivent aujourd'hui ces Maliens déplacés qui sont quand même chez eux. Pourtant, en février dernier, la Direction nationale du développement social se réjouissait de la diminution de 9% du nombre de personnes déplacées internes. C'est ce qui ressortait de la matrice de suivi de déplacement. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps ?
Alors, ce qu'on disait tantôt dans le propos introductif, le fait que des actions militaires sont en cours, il va de soi que ces actions militaires, dans un avenir relativement court, se soldent de déplacement. Parce que chaque fois qu'il y a accrochage entre forces de sécurité, défense et groupes terroristes ou d'autres entrepreneurs de la violence, il va de soi que les populations deviennent, en tout cas, les cibles molles de part et d'autre. Voilà. À ce niveau aussi, bon, il y a quand même des déplacés, comme le disait tantôt le docteur, qui sont dans une sorte de logique, si vous voulez, une sorte d'effet domino. Parce que, voilà, ma communauté s'est déplacée, je vais aussi me déplacer sans forcément que mon déplacement soit nécessaire. Je pense que ça, c'est extrêmement aussi observable quand on est sur le terrain. On est dans un effet domino. Je suis Peul, les Peuls seraient dans les visières de groupes radicaux ou de l'armée. Je suis Dogon, les Dogons seraient dans les visières de l'armée ou de groupes radicaux. Je vais aussi me déplacer sans que mon déplacement ne soit nécessaire ou voire indispensable. Donc, tous ces éléments réunis expliqueraient le pourquoi de ces situations de détresse que vivent les communautés. Mais attention, il faut les réitérer, ne les prenons pas comme des monstres, ne pensons pas que ce sont des personnes stigmatisées. Ces personnes sont maliennes au même titre que les Maliens qui vivent sous des climatiseurs ou qui sont dans des centres urbains. Docteur Touré, je vous repose la même question. Il y a quelque temps, la Direction nationale du développement social se réjouissait de la diminution de 9% des personnes déplacées internes. À ces derniers temps, on assiste à une augmentation en quelques mois seulement, en un mois, on assiste à une augmentation des déplacés internes. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cet intervalle de l'espace? Je dirais que certes, le rapport dit qu'il y a 9% de moins, mais c'est que le rapport, c'est un rapport qui a une date précise. Entre-temps, il y a une évolution. N'oubliez pas que ces zones concernées sont victimes de ce que j'avais dit au départ, d'une guerre asymétrique, où il y a l'imposition de l'embargo. Donc rien n'entre, rien ne sort. Et où soit, même si c'est des véhicules de ravitaillement qui sont arrêtés en cours de chemin, brûlés, etc. Donc c'est des manifestations de guerre asymétrique pour affaiblir qui? Les populations. Quand les populations ont des difficultés, les populations, c'est comme en politique, peuvent se révolter contre l'autorité qui a pour obligation d'assurer non seulement la vie, le vivre, c'est-à-dire donner l'accès aux services sociaux de base, dans l'extension de l'autorité de l'État, amener et faciliter l'accès des services sociaux, amener l'autorité en place, entretenir et sécuriser les populations sur place. Donc n'oubliez pas que ce qui se cacherait derrière cette crise humanitaire, c'est surtout l'embargo et l'accessibilité des sites. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est un moyen de pression sur la population pour dire, bon, soit vous composez avec nous, vous avez tout ça, vous êtes contre nous, vous allez vous déplacer forcément. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? D'un point de vue, ça va relater au niveau national que nous sommes là, mais il y a certaines parties de notre territoire qui est sous crise humanitaire, sous crise énergétique, comme on a vu le cas toujours de Meneka. Malgré les dons et les vivres, le problème existe. Et Gao, la même chose, plus de 2 semaines, 3 semaines sans électricité. Nous ne partons pas à Taudeni ou bien à Nefus, etc. Donc, c'est-à-dire que le problème reste entier. Tant que la pacification n'est pas tout à fait effective sur l'ensemble du territoire où tout le monde est retourné, il y aura toujours des moyens qui sont utilisés par les groupes radicaux, y compris ceux qui ont quitté l'accord pour dire que nous sommes là et voici ce que nous pouvons faire. Au lieu d'aller vers une guerre face à face avec les femmes, ils vont utiliser toujours des moyens de pression au sein de la population, sous forme de crise humanitaire, sous forme d'embargo. Et aussi, le ministère aussi est toujours dans son rôle, faire des rapports, donner des vivres. On a vu à la télé, avec le mois de calme. Tout le monde donne des vivres, mais est-ce qu'on donne à la bonne personne? Est-ce que ça arrive? Est-ce que tout le monde en profite? Donc, c'est pour dire que ce que nous pouvons dire à nos populations, c'est de rester serein. Bon, on ne peut pas dire de garder le mal en patience parce que c'est le rôle de l'État. L'État a l'obligation morale et financière d'entretenir et d'amener ce qu'on appelle le vivre, le bon vivre, le vivre ensemble au sein de la population. Mais c'est très difficile à ce jour. Parce que tant que tous les acteurs qui sont sur place n'ont pas la même vision d'aider l'État et d'aider la population. Parce que, comme il l'a dit, les groupes radicaux non signataires ou armés peuvent être au sein de la population même qui entretiennent ou qui sont à l'origine de ce déplacement.
Parce qu'il crée des fautes idées. Si vous ne vous déplacez pas, on va vous tuer, etc. Bon, je m'excuse du mot mais c'est comme ça. Une augmentation de déplacés constatée à Massina avec plus de 22 000 personnes déplacées internes selon les élus communaux de la commune de Soro. Écoutons cet élu local sous couvert d'anonymat. Au niveau du cercle de Saro, en ce moment, il y avait 28 villages déplacés. Ces villages déplacés, c'était aux environs à peu près de 22 156 habitants. Je reconnais aussi que les femmes sont en train de travailler. Mais comme la zone est très vaste, mais toujours vraiment, on fait un cri de cœur au gouvernement. C'est pour toujours venir nous soulager nos paisibles populations. Le cercle même compte 95 219 habitants, répartis dans les communes que j'ai citées, qui fait au total de 82 villages. Et nous sollicitons une base militaire à Saro pour la stabilité totale des populations et nous serons gré des militaires afin de soulager la souffrance de nos populations. Docteur Ahmadou Touré, vous avez la parole et vous gardez toujours la parole. Une base militaire demandée par cet élu local pourrait-elle apporter une accalmie dans ces localités en proie à l'insécurité? Bon, pas forcément, parce que comme on l'a dit, nous sommes dans une phase où la guerre, elle seule, n'est pas suffisante pour régler les problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux impliquer la population, faire des sensibilisations et aussi répertorier ceux qui peuvent, des leaders qui peuvent accompagner. C'est ce que Gandhi l'avait dit à son temps. Il dit que le terrorisme et le mensonge sont des armes du faible, mais pas du fort. Il dit si nous voulons faire la paix réelle dans ce monde et combattre la guerre par la guerre, il faudrait commencer à enseigner les enfants. C'est-à-dire qu'il faut une conscience de sécurité, une conscience de vivre ensemble qu'il faudrait à la base. Sinon, l'armée peut être là, et quand je te dirais que ce n'est pas la solution, des zones où il y avait des bases militaires, les problèmes existent toujours. Donc, il faut toujours des actions civilo-militaires qui devront accompagner. Mais est-ce que la présence de l'armée auprès des populations ne les rassure pas? Oui, ça rassure. La population peut être rassurée, mais cela ne va pas combler les insuffisances. Par exemple, en termes d'humanitaire, en termes d'assistance, en termes d'ouverture d'école, il y a plusieurs facteurs. S'il y a une base militaire, moi, ce que je proposais, c'est que l'ensemble des services devront être sur place, ce qu'on appelle l'extension de l'autorité de l'État. Il y a l'armée, la justice, la police, l'éducation, et les services sociaux de base sont disponibles. Mais l'armée, elle rassure. Mais l'armée, à elle seule aussi, on est en train de voir l'armée avec la réforme, ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité. Il y a des actions civilo-militaires. Quand l'armée est là, l'armée soigne, l'armée donne des forages, mais l'armée, c'est bien. Mais est-ce que c'est le rôle de l'armée? Parce que l'armée a pour vocation de sécuriser les personnes et des biens. Entre-temps, on assiste à une arrivée massive de réfugiés burkinabés au Mali. Le cercle de Koro enregistre le plus grand nombre de réfugiés en raison de sa proximité avec le Burkina Faso. Issa Sagara, vous êtes le premier adjoint au maire de Koro. Quelle est la situation aujourd'hui des réfugiés burkinabés à Koro? Merci beaucoup. À partir du 20 février au 23 mars, nous avons enregistré 4 092 ménages et réfugiés, soit 11 118 personnes. Et 16 000 personnes sont en attente d'enregistrement au niveau du bureau de la Commission nationale des réfugiés à Koro. Dans quelles conditions sont-ils arrivés à Koro? Il y a eu beaucoup d'accidents qui se passent chez nos voisins. Chaque fois qu'il y a une attaque qui se passe dans la zone, il y a des villages qui sont dégreffés qui viennent s'ajouter aux réfugiés. Surtout la ville de Koro, et comme le sol est relativement calme, devenir des réfugiés de tout le monde. De leur arrivée à ce jour, ont-ils bénéficié d'une assistance humanitaire? Oui, une partie, il y a eu 1156 ont été assistés. 1158 assistés. 1133. 1133. Réfugiés assistés par le système RM. Réponse rapide. Mairie de réponse rapide. RM. D'accord.
Il disait tout à l'heure, Ali Tunkara, que 492 000 ménages ont été enregistrés, soit 11 180 personnes réfugiées burkinabées sur le territoire malien. Comment vous comprenez cette arrivée de réfugiés burkinabés au Mali au moment où les forces burkinabées se mettent sur le terrain? Alors, rappelons qu'en termes de proximité et d'accessibilité, lorsqu'on parle de sens urbain, Koro apparaîtrait le plus proche de ces personnes déplacées. L'autre élément, quand on vit dans les frontières, on est moins dans cette distinction artificielle des frontières. Pour ces populations, elles ont des parents à Koro, des cousins, des cousines, des sœurs, des nièces, des neveux. Elles ne voient pas le découpage, si vous voulez, hérité du colonialisme en termes de répartition, enfin, de partition de deux pays. L'élément important dont il faut le rappeler ici, il y a quand même beaucoup de déplacés maliens également qui vivent au Burkina. Avant que la crise n'atteigne sérieusement en 2015 les régions du centre du Mali, en particulier la région de Mopti d'Ankoro, beaucoup de Maliens, qu'ils soient des régions du Nord, même de Douanza, avaient pris le Burkina comme Kijé en termes de statut de protection. Donc ils se sont réfugiés au Burkina. Et de même aussi, on a un nombre important de Maliens qui vivent en Algérie et en Mauritanie. Donc pour dire que des pays frontaliers, il n'y a rien d'étonnant que les populations de part et d'autre se fréquentent lorsque une partie se sentirait menacée ou lorsqu'une partie serait exécutée ou acculée par des forces occultes comme celles orchestrées par les groupes radicaux violents. Donc je pense que c'est compréhensible que ces Burkinabés se retrouvent sur le sol malien et de surcroît dans une ville comme Koro, où on a une présence militaire marquée en termes de nombre d'hommes, en termes d'équipement. Et c'est à Koro également qu'on est censé avoir une certaine commodité en ce qui concerne certaines largesses faites par les acteurs de développement, en particulier les ONG. Toutes ces raisons font que Koro aujourd'hui est la ruée de ces personnes, de ces réfugiés burkinabés, sans aussi oublier les Maliens qui ont quitté parfois dans les villages environnants de Koro pour se retrouver à Koro-ville. Koro est quand même aussi une localité très conflictuelle, notamment tous ces conflits liés au foncier, tous ces conflits liés à la gouvernance locale sont des éléments qui font de Koro aussi une localité très infestée par les actions terroristes, par les conflits locaux, lesquels conflits locaux, comme je le disais tantôt, ont grandement, ont même fini par être étiquetés par des actions terroristes. Donc on sait même pas. On disait tout à l'heure que le besoin humanitaire reste accru pour les déplacés. À cela s'ajoutent les besoins humanitaires de réfugiés. Est-ce que l'État pourrait faire face à ces défis humanitaires? L'État va apporter ce qu'il pourrait, mais il ne peut pas. L'État ne peut même pas assurer un tiers de besoins aujourd'hui exprimés par ces communautés. Ce sont comme des milliers de gens qui arrivent. Encore au propos du monsieur le maire, en moyenne, Koro enregistre pas moins de 500 arrivées. Donc pour dire que un État qui est aux abois sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, dans tous les champs du possible, nourrir l'espoir que cet État pourrait survenir aux besoins vitaux de ces populations déplacées ou de ces populations réfugiées, c'est de méconnaître les difficultés financières que traverse l'État du Mali aujourd'hui, que ce soit la crise énergétique qui nécessite pas moins de 500 milliards par an, les actions militaires en cours aujourd'hui
coûte en moyenne une vingtaine de milliards par mois. Donc vous voyez, toutes ces dépenses font que l'État du Mali est aux abois sur le plan financier. Mais je pense que l'élément important à ce stade, à partir duquel l'État doit davantage s'appuyer, ce n'est pas mettre tous les humanitaires dans le même sac. Et je comprends aisément, beaucoup d'humanitaires évolueraient sous l'ombre des agendas en termes d'interférence de certains partenaires internationaux. Mais de là, vouloir étiqueter tous les humanitaires de la même manière, c'est aussi une des insuffisances de la gestion que fait le gouvernement en place de ces ONG, lesquelles ONG, certes, par moments, ont rendu les populations dépendantes d'elles, mais c'est aussi en partie parce que l'État peine quand même à délivrer. Je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec l'analyse. Les services sociaux de base ne sont pas délivrés dans le Mali profond. Il n'y a pas une seule commune au Mali, à ma connaissance, où on a le nombre, je parle de communes où il n'y a pas d'insécurité, où on a le nombre d'enseignants au complet. Il n'y a pas une seule commune au Mali, à ma connaissance, notamment les communes rurales, où on a le nombre requis de dispensaires ou des infrastructures sanitaires. Il n'y a pas une seule commune au Mali où tous ces services sociaux de base seraient délivrés en quantité et en qualité. Donc je pense que lorsque l'État est incapable de délivrer ces services sociaux de base, naturellement, les communautés ne peuvent que s'orienter vers d'autres acteurs qui sont les ONG. Donc ces ONG, il y a une nécessité de les encadrer, mais l'encadrement, il doit être fait au cas par cas. D'accord. Ali disait tout à l'heure que l'État ne pourrait pas prendre un tiers des besoins humanitaires de ces personnes en situation humanitaire. Est-ce à dire que les sites à prendre en compte deviennent trop nombreux pour les différents acteurs? À ce niveau, c'est que je dirais plutôt l'État a la capacité, mais en réalité, il y a une orientation qui est là. Donc, l'orientation actuelle du Mali ou même de l'AES, c'est la sécurité. Donc, ce que l'État peut faire, c'est de coordonner avec l'AES, avec surtout le Burkina Faso, qui est le pays, dans ce cas, coordonner les actions humanitaires ensemble. Parce que, comme on l'a dit, l'AES a pour vocation non seulement la protection, la défense et la libre circulation, le vivre ensemble, le bien-être des populations. Donc, l'État peut, dans ce cas, faire des actions civilo-militaires avec le Burkina Faso pour essayer de cadrer un peu les déplacements et apporter le nécessaire. Maintenant, le point de blocage, c'est toujours l'extension de l'autorité de l'État. Donc, tant que l'État n'est pas là, l'accessibilité des services sociaux de base resteront toujours compliquées. Sinon, pour dire que ça n'existe pas. Mais à ce niveau, l'État a le pouvoir, tout à fait normal, de contacter Ouagadougou, organiser ensemble des actions civilo-humanitaires avec les acteurs humanitaires qui seraient disponibles. Parce que, comme l'a dit le co-débatteur, certains sont disponibles, mais compte tenu de l'agenda ou des incompréhensions avec l'agenda de la transition, notamment les principes les 3 P du président de la transition, l'intérêt, etc., etc. Donc, c'est pour dire tout simplement, l'État peut agir dans ce sens. Maintenant, la ville approximative de la ville de Koro, de par sa situation, est une ville stratégique à plusieurs titres. Parce que je me pose la question, au fur et à mesure que les déplacés internes, les réfugiés affluent, est-ce qu'il n'y aura pas l'insécurité qui va se développer dans la ville? Comme le maire l'a dit, c'est relativement calme, mais cette situation peut évoluer aussi en relativement instable. Donc, les actions peuvent être faites, mais pas du cas du Mali. C'est-à-dire que c'est des actions coordonnées au sein de l'AES entre le Mali et le Burkina Faso avec le système humanitaire qui, pas moins de 3 mois, agissent. Mais ça fait plus de 3 mois qu'ils n'agissent pas. Donc la question serait mieux de savoir pourquoi ceux-ci qui agissaient auparavant 3 mois n'agissent plus. De les contacter et discuter avec eux, faire des canaux sous forme de convois sécurisés. Mais dans l'immédiat, quelle réponse l'État doit-il prendre? Dans l'immédiat, l'État, à travers la direction de l'action sociale ou bien du développement social, peuvent entreprendre d'identifier et d'apporter le nécessaire. Donc le nécessaire veut dire que les gens doivent dormir, avoir de l'eau, en attendant qu'ils peuvent avoir d'autres moyens. Sinon, à ce jour, la priorité est qu'avec les réformes actuelles, il y a une priorisation des actions qui se situent au niveau des pays de l'AES, notamment la sécurité. Issa Sagara, vous êtes le premier adjoint au maire. Quels sont les besoins humanitaires de ces réfugiés qui sont chez vous à Koro? Les besoins sont énormes. Il y a besoin d'eau,
spécialement. Il y a besoin d'habitat parce qu'ils sont arrivés en grand nombre et les bagages sont dehors. Dans une maison de 4 mètres carrés, vous allez trouver plus de 6-7 personnes. Oui. Les besoins, et encore, il y a besoin alimentaires aussi. Il se fait signaler. Vraiment, les besoins sont énormes et vraiment, pour eux, est beaucoup envahi actuellement. Comme Sylvain, le débatteur a dit, et nous sommes relativement calmes, mais si rien n'est fait, aussi, voilà, la saison est intenable en ce moment. Alors, quels sont les défis liés aux actions humanitaires? Les défis liés aux actions humanitaires, d'abord, il y a le défi d'habitat pour les réfugiés, l'assistance alimentaire qui va signaler, et le problème d'eau. Le problème d'eau est crucial. Il disait tout à l'heure que les réfugiés burkinabés qui sont dans le cercle de Koro ont besoin d'habitat, de santé, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, dans l'immédiat, qu'est-ce que les deux pays qui sont concernés par cette situation doivent faire pour venir en aide à ces populations qui sont à Koro? Rappelons que même les habitants de Koro eux-mêmes ont un problème d'habitat et un problème d'accès à l'eau. Je connais bien Koro. Si vous allez devant la mairie, il y a une file d'attente incroyable déjà. Donc pour dire que Koro lui-même souffre de ces problèmes d'eau avant qu'on assiste à ce flux de réfugiés et de déplacés internes. Maintenant, objectivement, je pense que les deux États, voire les trois États de l'AES, travaillent de concert dans tous les domaines possibles, selon mes informations, y compris dans le domaine humanitaire. Mais le fond du problème, ils n'ont pas d'argent, justement. Le Mali, bon, Dr Touré est très optimiste. Le Mali et le Burkina, au regard de l'intensité des combats engagés par ces deux États, au regard également des sanctions qu'ils viennent de vivre à la suite du changement anticonstitutionnel, ce sont des éléments qui ne leur permettent pas, dans un avenir proche, d'apporter des réponses aussi coûteuses du point de vue de prise en charge de ces personnes déplacées et de ces populations réfugiées. Maintenant, ce que disait Touré est extrêmement important. Le peu que les deux pays ont, il serait extrêmement important de les mettre à disposition de ces personnes déplacées, ces réfugiés, de concert. C'est extrêmement important. Je pense que quand les deux pays vont mutualiser aussi les efforts dans ce domaine, même si c'est le cas déjà, ils pourront, ne serait-ce qu'en partie, soulager un peu les souffrances. Mais le fond du problème, c'est quand même de l'argent. Une fois que l'argent est disponible, c'est aussi l'autre élément, l'accessibilité. Mais je sais qu'aujourd'hui, la capacité opérationnelle tactique de des armées me rassure de dire que l'accessibilité pourrait difficilement poser problème. Mais à comment mobiliser des ressources? C'est des gens qui veulent manger à midi, ils veulent manger demain matin, ce soir. Si vous leur demandez d'attendre janvier 2025, c'est quand même compliqué. Donc, je pense que l'urgence dans un pays où tout est urgent, finalement, on peut même penser à des prières pour ces personnes déplacées. Sincèrement, je suis très pessimiste en me référant aux avars légitimes de ces deux États. Ce sont des États qui sont extrêmement pauvres, qui sont en phase avec des dépenses qui sont très coûteuses sur le plan militaire. En quelques secondes, Touré parlait tout de suite de quelques conséquences que ces déplacements peuvent apporter. Alors, quelles conséquences, selon vous, ces déplacements massifs pour l'AES? Alors, il est de la responsabilité des municipalités. C'est bien que M. le maire soit avec nous. C'est à la mairie de faire en sorte que les différentes consignes données par l'État en termes de protection des personnes déplacées, des personnes déplacées internes, réfugiés, soient respectées de façon scrupuleuse pour éviter d'assister à l'immixtion de la part de groupes radicaux. Donnez-moi une seconde, je vais lui poser cette question, à savoir si les consignes... Monsieur le maire, est-ce que les consignes sécuritaires sont respectées dans la localité? Oui, comme Koro a beaucoup de forces, on tente de sensibiliser les réfugiés à respecter les consignes sécuritaires.
pas mal. Ils commencent à respecter. Au début, on avait des problèmes parce qu'avec le mouvement, les gens viennent dans la journée, la nuit, sans respecter les consignes. Mais avec les sensibilisations, avec les leaders décidés, voilà, ils commencent à respecter. D'accord. En quelques secondes, comment limiter la vague de déplacés et de réfugiés au Sahel? Comment limiter, c'est simple parce que tant que, je le dirais, l'AS n'est pas fonctionnel, il faut que l'AS soit fonctionnel et aussi que des mesures soient prises dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État au sein de l'AS. Parce que pour que les gens puissent être sur place, il faut que l'État soit présent, les services aussi soient accessibles. Donc tant qu'on n'a pas ces deux facteurs, il est très difficile que les populations ne se déplaceront pas. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'insécurité, comment limiter la vague de déplacés et réfugiés au Mali. Et nous étions avec Dr Ali Tunkara, analyste des questions sécuritaires, directeur du CE3S, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, Issa Sagara, premier adjoint au maire de Koro. Ce débat à la réalisation vidéo, Salim Diouara. La mise en onde est assurée par Seydou Dao. Ce débat a été présenté par Imrana Akilou Maïga. Merci de l'avoir suivi, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. Merci. À demain.